En cas d'hémorragie interne, le sang s'échappe en dehors des veines. Pour compenser et continuer à faire circuler l'oxygène, le cœur se met à battre plus vite. Il donne alors l'illusion aux soignants que le patient va bien. Mais quand trop de sang est libéré dans l'organisme, que le cœur ne peut plus compenser, l'état de la victime se dégrade vite. C'est cette détérioration que le système CardioScale permet de surveiller grâce à un signal développé par les chercheurs et baptisé CVRI. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le mode opératoire des groupes terroristes a radicalement changé. Leur objectif, tuer le plus grand nombre de civils et rechercher la confrontation directe avec les forces de l'ordre. Pour faire face à cette nouvelle doctrine, les unités chargées de les affronter ont dû revoir leur mode opératoire. Elles doivent désormais agir plus vite, avec moins de renseignements et affronter un ennemi aguerri, équipé et prêt à mourir les armes à la main. Pour aider ces unités, scientifiques et chercheurs du monde entier travaillent sans relâche à créer de nouveaux équipements qui leur donneront l'avantage. Viser mieux, voir et entendre plus loin, bouger plus vite, être plus fort, plus endurant. Leurs inventions augmentent aujourd'hui les sens des soldats et démultiplient leurs capacités opérationnelles. Elles s'inspirent des dernières innovations dans le domaine de l'optique, de la balistique ou du médical, mais aussi de la nature et de l'imaginaire de l'homme. Dans le futur, transformeront-elles nos soldats en entités mi-hommes, mi-robots, tout droit sortis d'œuvres de science-fiction ? Souvent effectuées en milieu clos, dans des espaces où se mélangent ennemis et otages, les opérations de contre-terrorisme sont la plupart du temps effectuées par des unités spécialisées, surentraînées et dotées de matériel spécifique. Avec la mutation de la menace, elles sont devenues de plus en plus complexes et périlleuses. Et l'hyperterrorisme a profondément rebattu les cartes. La manière de faire à l'époque, c'était de faire un périmètre de sécurité. Pour les premières forces, les primo-intervenants faisaient le périmètre de sécurité et attendaient que les forces d'intervention spécialisées arrivent, donc 40 minutes. C'était plus possible. Avec ce type d'attentat, c'était plus possible. De ce constat est née la doctrine du primo-intervenant. Désormais, les premières forces de police ou militaires arrivées sur place interviennent et vont au contact. Donc le primo-intervenant, ça peut être tout acteur témoin et en capacité d'intervenir. Évidemment, c'est mieux que ce soit des gens qui soient formés, qui soient capables d'intervenir. Pourtant, ces personnels ne sont pas aussi formés que les unités spéciales à ces situations de confrontation directe menées dans l'urgence pour épargner le maximum d'innocents. Ils doivent alors faire preuve d'une maîtrise du tir souvent réservée aux élites qui ne peut s'acquérir que par une pratique régulière et un entraînement rigoureux. Car face à un ennemi imprévisible, le risque majeur est de se tromper de cible et de tuer ou blesser ceux que l'on est venu sauver. Bien sûr, la peur de, oui, bien sûr, la peur de l'erreur, la peur de la bavure, enfin, la peur de l'erreur, hein, de toucher un civil innocent. Bien sûr, c'est une très très forte contrainte. Israël, un État qui depuis longtemps fait face à la guerre et au terrorisme.
Conséquence, les industriels et les chercheurs israéliens sont aujourd'hui à la pointe de la recherche et leurs innovations équipent des unités antiterroristes à travers le monde. Pour épauler les primo-intervenants, des ingénieurs ont mis au point un système d'aide à la visée qui allie système optique et informatique, le SMASH. Ce que nous avons apporté, c'est un système que l'on pourrait qualifier de lunette, car c'est un instrument optique externe qui s'adapte à n'importe quel fusil. Mais en fait, il s'agit d'un ordinateur très puissant, doté d'une source d'alimentation et d'un écran d'affichage de pointe. Quand j'essaie d'expliquer le principe à des gens qui ne travaillent pas dans le domaine, je le compare toujours à un smartphone. Le téléphone classique, c'est la lunette classique avec du métal et du verre. Mais quand on utilise SMASH, ça vous propulse dans le monde numérique et informatisé des smartphones, et ça vous permet non seulement de mieux voir, mais de mieux viser quand vous tirez. La précision d'un tir dépend de plusieurs facteurs, comme la distance, la météo, l'expérience, le stress ou la fatigue. Le tir demande de la part du tireur sang-froid, capacité d'analyse et prise de décision. Le système analyse la scène. Dans une scène donnée, il y a des dizaines, voire des centaines de cibles potentielles. Tout peut être une cible. Prenons l'exemple d'une foule. Si un terroriste retient quelqu'un en otage, alors il devient la cible. Donc le système analyse la scène et grâce à un algorithme de traitement d'images numériques, il désigne des cibles potentielles. Une fois que vous validez votre choix, en appuyant sur le bouton prévu à cet effet, la cible se retrouve dans la ligne de mire et sera suivie jusqu'à ce que vous tiriez. Ce n'est qu'après avoir appuyé sur la gâchette, qui déclenche le tir, que le système va tirer, et ce uniquement sur la cible visée. La seule chose que le soldat doit faire, c'est de cerner la cible et dire « cette cible est la bonne, c'est un terroriste ». Ensuite, le système s'occupe du reste. Mais l'informatique et la capacité de calcul intégrée au système vont permettre d'aller encore plus loin et conduire à une précision réservée jusqu'ici aux tireurs les plus expérimentés. Voilà ce que fait le système en réalité. Une fois que vous avez désigné votre cible, il calcule votre mouvement relatif et le mouvement de la cible et ne déclenche le tir qu'après avoir anticipé où sera la cible au moment de l'impact. Donc il anticipe le mouvement de la cible en prenant en compte le moment où la balle quitte le fusil et sa trajectoire pour que l'impact se produise à l'endroit où sera la cible. En fait, si vous visez une cible qui marche ou qui court dans une certaine direction, vous ne pouvez pas tirer précisément sur elle, car elle aura bougé au moment de l'impact de votre tir. Quelqu'un d'autre risque d'être touché, et c'est ce qu'on veut éviter. Grâce à ce système de visée, les primo-intervenants multiplieraient leurs chances d'arrêter ou de contenir des attentats. Mais il laisse en suspens une question primordiale. Engager une cible et la tuer est tout sauf un acte anodin. On peut avoir toutes les aides qu'on veut. L'action de tirer et, in fine, de tuer est une action moralement extrêmement engageante, difficile, qui ne peut intervenir dans la volonté humaine que si la personne en a pleinement conscience et a été entraînée pour le faire. Donc c'est avant tout une capacité morale avant d'être une capacité technique. La doctrine du primo-intervenant ne se limite pas à neutraliser les terroristes. Elle permet aussi aux forces de sécurité d'aider les victimes en attendant les secours.
Dans le chaos qui suit les premières minutes d'un attentat, ces premiers secours endossent une lourde responsabilité. Faire le tri entre les victimes et décider qui doit être évacué en premier. Donc ça, c'est notre objectif, et pour ça, évidemment, on a besoin d'un outil qu'on appelle du triage. Quand il y a beaucoup de victimes, ça va permettre de fluidifier et d'organiser pour que ça aille vite. C'est ce qu'on a fait au Bataclan. Diagnostiquer parmi les blessés ceux dont l'état est critique, ceux qui, faute de soins, mourront. C'est tout l'enjeu de l'action des services médicaux. Des chercheurs ont développé le CardioScale, un appareil médical qui pourrait bien révolutionner le triage des victimes. Le CardioScale permet de répondre aux besoins d'identifier les victimes qui doivent être traitées en priorité en cas d'attaque terroriste. C'est aussi simple que ça. Aucune erreur n'est permise. Si on ne traite pas la bonne urgence, quelqu'un risque de mourir. Mais les blessures les plus graves, comme les hémorragies internes, ne sont pas forcément les plus visibles. Les détecter nécessite un équipement médical trop volumineux pour être transporté sur le terrain. On a pris tous les éléments d'un service d'urgence et on a gardé le plus important, le moniteur de contrôle. On l'a rendu plus compact pour pouvoir l'emmener sur le terrain, pour en avoir le plus possible dans chaque situation, sur chaque médecin, dans chaque ambulance. Et le système va bien plus loin. Il détecte parmi les victimes celles dont l'état pourrait vite se dégrader. Pour résumer, le CardioScale est capable de prédire si l'état de la victime va se détériorer. Comment l'appareil réalise-t-il cette prouesse? Parce qu'il est capable de faire un relevé de tous les signes vitaux. Et grâce à un algorithme, il analyse l'ensemble du système cardiovasculaire. Le cœur, le sang, les veines, la respiration. Ces données forment un tout qui nous permet d'obtenir un diagnostic et de voir si l'état général est stable ou instable. Si c'est instable, on sait que la victime a un problème. Ce n'est pas forcément visible, car si la personne est en train de compenser, son cœur réagit pour la maintenir en vie. Mais elle est peut-être dans un état critique. En cas d'hémorragie interne, le sang s'échappe en dehors des veines. Pour compenser et continuer à faire circuler l'oxygène, le cœur se met à battre plus vite. Il donne alors l'illusion aux soignants que le patient va bien. Mais quand trop de sang est libéré dans l'organisme, que le cœur ne peut plus compenser, l'état de la victime se dégrade vite. C'est cette détérioration que le système CardioScale permet de surveiller grâce à un signal développé par les chercheurs et baptisé CVRI. Avec l'appareil, on voit que les signes vitaux sont normaux. Mais on va aussi voir, grâce au diagnostic, que le CVRI est en baisse. Au début, il est de 1 ou 0,8. Lors d'un second relevé, 1 minute plus tard, il est en baisse à 0,7. Donc, l'appareil donne 2 résultats, les signes vitaux et la tendance du CVRI. Si ce dernier diminue, on sait que la victime compense et que son état se détériore. Concentré de technologie, destiné à être utilisé aussi par du personnel non médical, le système CardioScale équipe d'ores et déjà des unités de l'armée israélienne. Ses concepteurs espèrent offrir demain aux services de secours et de police une façon simple, rapide et fiable de sauver des vies. Auparavant, la plupart des actes terroristes avaient pour finalité de faire passer un message et de formuler des revendications précises. Les otages servaient de monnaie d'échange pour peser sur les négociations. Aujourd'hui,
Le dénouement est connu d'avance des terroristes comme des unités chargées de lutter contre eux. Pour comprendre un assaut, une intervention antiterroriste, il faut comprendre leur mode d'action. Les terroristes agissent en 3 temps. Il y a, première phase, une phase de tuerie. Regardez au Bataclan, regardez sur Charlie Hebdo, ils tuent, ils tuent, ils tuent. Donc voilà, ça c'est le premier temps. Le deuxième temps, le terroriste se retranche. Ils font ça pour justement nous bloquer dans l'intervention. Eux, cette phase de retranchement va leur servir de se faire de la pub. Ils vont attendre que les médias se mettent dessus, qu'ils vont passer dans tous les journaux et ils espèrent soulever d'autres vocations. Et le troisième temps, c'est qu'il attend que les forces de police arrivent sur place pour les combattre les armes à la main. Et ils vont lancer l'assaut contre les forces de l'ordre pour mourir les armes à la main. Cette manière de faire, on ne la connaissait pas. On en a tiré les conclusions et on a changé nos manières de faire et nos process d'intervention. Avec un individu terroriste radicalisé qui ne cherche qu'à mourir et à tuer des gens, on ne négocie plus, on transforme notre négociation en contact uniquement, au cas où, mais c'est un contact qui est bénéfique pour les forces d'intervention, pour leur aide, parce que ça va lui permettre d'avoir du renseignement, et ensuite on donne l'assaut assez rapidement. Et la deuxième chose qu'on a changé, c'est qu'une fois qu'on donne l'assaut, une fois que le chef du raid donne l'ordre d'assaut, l'assaut ne s'interrompt jamais. On va jusqu'au bout de l'opération. Dans ce type d'intervention, obtenir le plus de renseignements possible est une étape préliminaire indispensable à l'assaut. Cette étape va permettre aux opérateurs de se familiariser avec la configuration des lieux, de repérer le nombre d'ennemis, d'éventuels otages ou la présence de pièges. Imaginons que le terroriste soit en train de fabriquer une bombe, on ne l'a pas vu, et on fait exploser un immeuble entier. Donc le but, c'est bien d'avoir ces capacités de détection en amont pour adapter correctement les armes et les effets de ces armes lorsqu'on va intervenir. Ça n'a rien à voir de la force si vous ne savez pas où taper. Et donc, dans ce contexte où on affronte des groupes comme ça, le renseignement, c'est le moteur de tout. La quasi-totalité de ces opérations se déroule en milieu clos, où il faut progresser pièce par pièce. Pour aider les opérateurs à progresser en sécurité, pour leur permettre de recueillir de l'information, les ingénieurs de la société Camero ont réussi à repousser les limites de la vision de l'homme. Grâce à un outil développé dans ces laboratoires, les forces d'intervention peuvent désormais voir à travers les murs. Nous offrons la possibilité de voir à travers les murs, ou du moins d'avoir une idée de ce qui se passe derrière un mur, ou toute autre paroi. Le système fonctionne comme un radar. Il génère des ondes qui traversent les murs, rebondissent sur les obstacles et sont ensuite interprétées par l'appareil sous forme d'images. On reconstruit des images 3D et on les analyse pour donner à l'opérateur un aperçu intuitif de ce qui se passe de l'autre côté du mur. C'est une information fiable, précise, mais ce n'est évidemment pas aussi visuel qu'avec une caméra. Ces informations vont pourtant donner des indications précieuses aux opérateurs. On peut obtenir l'agencement réel d'une pièce. Parfois, c'est capital de savoir comment elle est structurée. Les dimensions principales, celles du couloir, l'emplacement de la porte, etc. Si vous prévoyez une intervention, vous devez connaître tous ces détails. C'est une aide très précieuse. Le but de ce type de technologie, c'est avant tout de préserver la vie des hommes et de se préserver des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que voir d'une meilleure manière permet de discriminer nos cibles
et nous permet de savoir que peut-être dans telle zone, finalement, il n'y a pas qu'une menace terroriste, il y a peut-être d'autres choses qu'on n'avait pas vues et qui vont nous faire changer nos modes d'action. Et là où peut-être on aurait été un peu en aveugle, où donc finalement on aurait utilisé des armes d'une certaine nature avec des effets d'un certain niveau, peut-être qu'on va discriminer et qu'on va dire bah là on va utiliser tel type d'arme parce qu'on estime que sinon on risque de tuer le civil qui est juste à côté. On peut discerner les silhouettes. On peut faire la différence entre un adulte et un enfant. On peut savoir si quelqu'un est assis ou debout. On peut savoir si une personne est en vie grâce à ses mouvements ou à la détection de ses signes vitaux. Même si une personne est immobile, si son cœur bat et qu'elle respire, on peut la détecter comme un sujet vivant. Si le système ne permet pas de faire la distinction entre les éléments hostiles et les otages, grâce à l'analyse du signal, l'opérateur peut en déduire qui est qui. Le comportement nous donne des indices précieux. En général, les otages ne bougent pas beaucoup, ils sont statiques. Les kidnappeurs, eux, se déplacent davantage. Le système nous donne des informations sur les individus présents, mais le système ne nous dit pas qui est le terroriste. Système de pointe, cette technologie est aujourd'hui utilisée par 47 unités de l'armée et de la police à travers le monde. Pourquoi c'est aussi important de pouvoir voir à travers les murs? Ça peut paraître intuitif, mais voici les 3 enjeux sur lesquels on se concentre. Le premier, c'est la prise de conscience. Prendre conscience du danger potentiel avant d'agir, avant d'ouvrir une porte ou de lancer une intervention. Le second, c'est le fait de savoir en temps réel si quelque chose se passe hors de votre champ de vision, de l'autre côté du mur, et de réagir en temps réel afin d'optimiser l'opération. Et le troisième motif, c'est d'éviter d'intervenir quand il n'y a pas de victime ou personne derrière les murs. Ça permet de se concentrer sur les zones à traiter et ainsi d'optimiser l'efficacité de l'opération. Nombre de terroristes, d'otages, cartographie des lieux, autant de zones d'ombre aujourd'hui mises en lumière grâce à ce système. La guerre contre les groupes terroristes est une guerre asymétrique, où des armées régulières combattent de petits groupes moins bien équipés, mais très motivés. On est dans un domaine très particulier, puisque la guerre contre le terrorisme, c'est la guerre du fort au fou. Nous avons face à nous des entités qui ne réagissent pas de la même manière qu'une entité structurée. Le terroriste, lui, ce qu'il veut, c'est déstabiliser dans une logique de folie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun équilibre, il ne cherche aucun équilibre entre moi, tu m'atteins, mais ce n'est pas grave, de toute façon, ce que je vise, c'est de détruire par tous les moyens, et y compris si ma propre destruction passe par cette action. Et cette absence de rationalité, elle est utilisée par les terroristes pour aller déstabiliser non pas le mode d'action de nos armées, mais bien le moral. Et quand on touche au moral, on touche à la volonté, on touche à la manière dont le soldat va mener sa mission sur le terrain. Engins explosifs improvisés placés le long des routes. Attentats suicides. Les tactiques des groupes terroristes tuent, mutilent et diffusent un sentiment permanent de menace. Parmi ces tactiques, l'utilisation du sniper ou tireur de haute précision. Les tireurs d'élite, c'est extrêmement dangereux parce que c'est quelqu'un qui est invisible, ou très peu visible, très difficile à déceler. Et c'est quelqu'un qui peut tirer dans une foule, par exemple, sans qu'on sache d'où vient le tir. Il y a déjà eu des exemples aux États-Unis, notamment. Bon. C'est une menace extrêmement difficile. C'est le cauchemar d'une intervention, c'est-à-dire que vous avez un tireur embusqué qui tire sur vous et vous ne savez pas où il est. Donc ça, évidemment, ça oblige déjà à l'ensemble de l'unité à se mettre à l'abri.
et puis également de continuer à faire tirer le tireur pour savoir d'où il vient. Donc il faut trouver le juste milieu entre je bouge mais je m'expose pas trop, et puis j'essaie de faire d'avoir une permanence des feux pour qu'en face ils épuisent leurs munitions, et puis je sache d'où viennent les coups de feu. Dissimulé dans les décombres d'une ville ou protégé par une végétation épaisse, silencieux et aux aguets, la localisation d'un sniper est une tâche quasiment impossible. Dans l'est de la France, l'Institut Saint-Louis. Ce centre de recherche franco-allemand a pour mission d'apporter des innovations technologiques aux forces de défense. Dans ses équipes, des chercheurs spécialisés en acoustique ont mis en place un système de détection portatif anti-sniper qui pourrait faire changer la peur de camp. Ce que nous faisons ici, c'est que nous développons des capteurs qui vont permettre en fait d'analyser les signaux acoustiques qui sont perçus par le groupe de soldats qui sont déployés sur le terrain, et ensuite de redonner l'information sur la position exacte de laquelle le tireur embusqué les a pris à partie. Ces capteurs se présentent sous forme de protection auditive équipée de micros. Ce sont ces derniers qui vont servir à localiser le tir. Ils équipent chaque soldat de l'unité. Les réflexions sonores qui sont générées par la propagation donc, du son peuvent générer des leurres pour un soldat seul. Le fait de travailler avec un ensemble de capteurs qui sont répartis sur une zone, ça nous permet en fait d'analyser l'ensemble des signaux qui sont arrivés et d'en extraire les réflexions et ne garder que l'information pertinente. En fusionnant l'ensemble de ces informations, ça permet de remonter en fait à la position du tireur, mais également à des informations supplémentaires, comme par exemple le calibre qui a été tiré ou la vitesse à laquelle est passé le projectile à proximité des capteurs. Une fois le tir détecté, l'information est transmise et restituée sur une carte avec une précision de 10 à 80 mètres, le tout en moins de 2 secondes. Le capteur permet aussi de situer dans l'espace la provenance du tir. C'est-à-dire qu'on génère un signal d'alarme qui vient en fait de la direction d'où vient le tir. Quelle que soit l'orientation de notre tête, le signal va toujours venir de cette direction-là. Et donc on a de manière intuitive l'information comme quoi le tireur se trouve là. On peut donc réagir en conséquence, soit aller à l'encontre, soit se mettre à l'abri. Cette technologie redonnera de l'assurance aux soldats tout en rendant plus compliquée la mission des snipers. Elle permettra aussi d'ajuster et de préciser la riposte, minimisant ainsi le risque de perte civile. Mais la lutte antiterroriste ne se déroule pas uniquement sur le sol national. Loin des caméras, à des milliers de kilomètres, au plus proche des sanctuaires terroristes, se joue une guerre invisible. On a cette partie de la lutte antiterroriste qui est le renseignement, qui est la partie qu'on voit le moins, mais toute cette partie, aller sur le terrain, se cacher, être à l'écoute, ce qu'on appelle nous le renseignement d'origine humaine, elle est vraiment au cœur de l'environnement hostile
pour capter à la source même toute la vérité et toute la réalité de la menace qu'on aura décelée. Et ce travail-là, c'est un travail de professionnels fait par des unités dont c'est la spécialité depuis des années et des années. Savoir qu'un camp d'entraînement ici est la source d'attentats en Europe, pour nous, c'est extrêmement précieux. Et puis, ça nous permet d'aller directement traiter la cible, loin des caméras, loin de ce qui peut se passer et de ce dont peut avoir conscience le citoyen, et qui finalement le protège chaque jour. Pour recueillir un maximum d'informations, ces opérations exigent de demeurer à proximité immédiate de l'objectif pendant de longues périodes. Les opérateurs qui les mènent sont des spécialistes dans l'art du camouflage. C'était quelqu'un en lisière de bois, voilà, et il doit être totalement invisible. Vous mettez plein d'observateurs, avec des jumelles, tout ce que vous voulez, et il doit être invisible même après, quand vous allez vous poser la main sur sa tête, il doit continuer à être invisible. Les techniques de camouflage ont longtemps consisté à se fondre dans l'environnement. Mais l'arrivée de nouveaux moyens de détection optique a changé la donne. Lunettes infrarouges et vision thermique permettent aujourd'hui de voir à travers les camouflages traditionnels, dévoilant ainsi ceux qu'ils sont supposés protéger. Pour aider ces soldats à accomplir leur mission, les ingénieurs de la société Fibrotex allient depuis 50 ans techniques ancestrales de camouflage et haute technologie. Le camouflage, ça n'est pas de la magie. Même si ça n'est que du textile, c'est un procédé très scientifique qui fait appel à une technologie de pointe. La façon d'intégrer des propriétés, soit par le biais de la structure de la fibre dans nos ateliers, ou à l'étape de l'impression par le biais des teintures, des pigments et des liants qui sont dans la fibre. Tout cela contribue à en faire un produit de très haute technologie qui semble simple et ordinaire. Avant, on devait se fier à nos yeux, à nos viseurs et à nos jumelles pour identifier l'ennemi ou la cible. À mesure que le monde a évolué et que la technologie s'est rapidement développée, on est passé de la vision optique à la vision nocturne, où l'on peut voir dans la nuit. Ça fonctionne avec des capteurs capables d'amplifier la lumière des étoiles et ainsi d'illuminer la nuit. Puis les caméras thermiques sont apparues, avec des capteurs thermiques. Ensuite, on s'est équipé de radars fonctionnant par radiofréquence. Un dispositif qui ne repose plus sur un aspect visuel, mais sur les ondes radio qui vont et reviennent. Cela revient à créer une imagerie sur un appareil qui peut les analyser. Il y a aussi les UV, les ultraviolets. L'idée est ici d'avoir des capteurs pouvant détecter quelqu'un dans la neige. Chaque fois qu'il y a une nouvelle menace, il faut trouver une nouvelle solution. Difficulté supplémentaire, ces moyens de détection autrefois réservés à l'élite se sont démocratisés. Tout le monde peut aujourd'hui en acquérir à des prix dérisoires. C'est la loi de la technique. Ce qui a fait notre différence technologique il y a 20 ou 30 ans, eh bien on est rattrapé. Et donc c'est à nous de maintenir cette distance technologique par notre innovation, par notre capacité à acquérir des systèmes encore plus performants. En plus de rendre les opérateurs invisibles à l'œil nu, la composition des fibres tenues secrètes par le fabricant trompe les moyens de détection modernes, empêchant la chaleur de se dégager, les ondes radar de rebondir, la lumière de s'amplifier. En offrant un système de dissimulation qui ne laisse rien transparaître, on permet aux opérateurs sur le terrain d'être introuvables. Même si quelqu'un les cherche avec du matériel de détection, depuis la terre ou du ciel,
en utilisant des satellites ou des drones. Ils demeureront indétectables. Le camouflage est efficace à 360 degrés, au sol, mais aussi vu du ciel. Il y a un dicton très connu dans ce domaine. Avant, la nuit appartenait aux forces spéciales. Maintenant, ils ne font que l'emprunter. Ce n'est pas de moi, je cite, ok? Mais en leur fournissant de nouvelles solutions, on leur permet de redevenir les maîtres de la nuit. Il y a des recherches extrêmement sérieuses qui sont réalisées sur des câbles d'invisibilité. Donc aujourd'hui, c'est très embryonnaire, mais dans quelques années, donc dans quelques dizaines d'années, on pense être capable de générer des matériaux qui vont permettre de diffracter les rayons dans le spectre visible et ainsi de rendre leurs porteurs invisibles. Même si les gens aimeraient se dire que, dans un avenir lointain, il sera possible de mettre une cape pour devenir invisible, comme Harry Potter, ce n'est pas encore le cas. Petite parenthèse à ce sujet, même Harry Potter laisse des empreintes dans la neige, et on le repère à son odeur. Antoine de Saint-Exupéry disait que la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le soldat, c'est un oignon. Hein, on lui rajoute des couches de protection, d'observation, et pour son bien, évidemment, pour son bien. Mais on voit bien que lorsque vous avez un poids avec vos armes, avec vos munitions, avec votre énergie, un poids mental, puisqu'on lui rajoute des capteurs, donc tout ce poids, tous ces poids multipliés font qu'aujourd'hui, on a des soldats qui deviennent lourds. Qui dit lourd, dit statique. Les opérateurs ont 40 kilos de matériel défensif et offensif sur eux, en plus de leur propre poids. Et certains ont des boucliers antiballes qui pèsent 20-25 kilos. Donc effectivement, il y a toujours ce dilemme entre vitesse et protection, et statique. Trouver des matériaux légers, mais aussi résistants, permettre aux opérateurs de retrouver leur mobilité sans sacrifier leur sécurité. Voici le défi sur lequel les chercheurs se penchent aujourd'hui. À la pointe de ces recherches, la société Craig Biocraft aux États-Unis. Ces ingénieurs travaillent étroitement avec l'armée américaine pour créer une nouvelle génération de gilets pare-balles. Les laboratoires de Craig Biocraft ont été sollicités par l'armée américaine pour produire de la fibre de soie d'araignée et développer une souche de verre à soie spécialement conçue pour la fabrication de textiles de protection et de gilets pare-balles. La soie d'araignée, c'est le Graal des matières naturelles. Sa solidité, son élasticité et sa résistance sont inégalées. Le Kevlar est très efficace pour la protection. On s'en sert depuis 25 ans. Son problème, c'est qu'il manque d'élasticité. La soie d'araignée, elle, peut s'étirer 10 fois plus avant de casser, et donc absorber bien plus d'énergie. Et c'est plus léger que le Kevlar. En plus d'être plus légère que le Kevlar, la soie d'araignée est également 3 fois plus résistante. Mais le développement et la production à grande échelle se sont vite heurtés à un problème de taille. L'idée de rassembler des centaines, des milliers, voire des millions d'araignées en un même endroit pour produire de la soie, c'est une très mauvaise idée. Elles sont cannibales. Si vous avez un élevage d'araignées, vous allez vite vous retrouver avec une seule araignée. On ne peut pas les élever ensemble en captivité. C'est par la manipulation génétique que les scientifiques ont trouvé la solution. On a eu l'idée de combiner la performance de la soie d'araignée avec la capacité de production des vers à soie, qui produisent 150 000 tonnes de soie par an. On a créé les premiers vers à soie transgéniques capables de produire de la soie, offrant les mêmes performances que celles de l'araignée.
Il s'agit d'une manipulation génétique très simple. Je vois l'ADN comme un livre de recettes de la vie. Comment assembler tous les ingrédients? Quelle est la recette qui va permettre de créer un nouveau plat? Dans notre cas, c'était la soie. Donc on a étudié l'ADN du ver à soie, son livre de recettes, et on a identifié la séquence qui fabrique la soie. On a remplacé cette séquence par celle de la soie d'araignée. En l'étudiant, on a identifié deux protéines clés, l'une responsable de la résistance et l'autre de l'élasticité. Pour intégrer l'ADN de l'araignée à celui du ver à soie, les scientifiques utilisent des techniques de micro-injection. L'œuf du ver est percé et on injecte à l'intérieur les deux protéines de l'araignée. Nous n'avons pas d'araignées dans nos laboratoires. Il n'y en a jamais eu ici. On ne fait qu'imiter la nature. Par le biais du biomimétisme, on recrée les propriétés des araignées, mais sans araignées. Les gilets développés par la société sont d'ores et déjà en dotation au sein d'unités des forces spéciales américaines. Quand le ver à soie termine son cycle de vie, il file un cocon. On récolte ces cocons pour en retirer le filament de soie. Le cocon est formé d'un filament continu d'environ 1 km de long. Nos vers à soie sont identiques, la récolte est identique. Et la soie est filée de la même façon qu'avec des vers à soie traditionnels. Donc on tire parti de l'infrastructure déjà en place. La soie d'araignée était notre point de départ. On voulait que le produit final soit aussi solide et élastique. Or, nombre de nos produits ont dépassé nos attentes, puisqu'ils sont même plus résistants que la soie d'araignée. Depuis toujours, l'homme a cherché à augmenter ses performances par l'utilisation puis l'invention d'objets. Pour améliorer son quotidien, mais aussi pour prendre l'avantage sur son adversaire et remporter la bataille. La notion de super soldat recouvre toutes les technologies qui vont avoir pour effet de décupler, d'augmenter de façon surnaturelle les capacités physiques ou cognitives des membres des forces armées. L'être humain va toujours chercher à rendre possible ce qui semble à l'heure actuelle être impossible. Aujourd'hui, les hommes des unités antiterroristes interviennent sur terre, sur mer, sous l'eau. Ils voient à travers les murs, deviennent invisibles. Reste pour eux à conquérir une dernière dimension, le ciel. S'affranchir des contraintes de la gravité. Dans cette quête un peu folle, scientifiques et innovateurs sont rejoints par des inventeurs d'un autre genre. Dans le sud de la France, Frankie Zapata a ainsi inventé une incroyable machine volante, le flyboard. Très jeune, j'ai eu le rêve de voler. Je comptais voler, mais voler un petit peu à ma façon. J'étais bercé en fait entre les Marvel, Top Gun et Retour vers le futur, un peu tout ce mélange en fait d'univers. Et après, c'est devenu un challenge. C'est devenu un challenge, c'est-à-dire bon ben, tout le monde dit que c'est impossible, mais nous on va le créer. Propulsé par des réacteurs, alimenté par une réserve de carburant fixée au dos du pilote, le maniement du flyboard est similaire à celui d'un skate ou d'un snowboard. Ce sont les mouvements du corps qui le dirigent. Le flyboarder, il peut atteindre la limite, on va dire, physique de l'engin. C'est, je dirais, bien plus que 300 km/h. Maintenant, c'est l'humain. Voilà,
Le problème, comme je dis toujours, il est entre le casque et les chaussures, quoi. Donc c'est ça vraiment l'élément limitatif, quoi. Moi, j'arrive à atteindre maximum, la plus grande vitesse que j'ai atteinte, c'est 194 km/h. Très vite, les performances du flyboard, sa maniabilité, sa simplicité de mise en route ont attiré l'armée. Le flyboard air pourrait tout à fait avoir un emploi concret en mission. Donc nous réfléchissons à des doctrines d'emploi actuellement, de façon à transformer cette preuve de concept qui a été faite par Frankie Zapata en un produit qui réponde à notre besoin. Direct, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de faire une démo. Ce qui s'est bien passé, alors, au début c'était planifié sur 10 jours, en fait, une démo en fait, pour décoller, atterrir au-dessus de l'eau sur un bateau, planifié 10 jours pour avoir la mer calme, etc. Et moi je leur avais dit, moi ça ne m'intéresse pas de faire ça. Parce que ça veut dire que vous n'avez aucun intérêt dans la technologie, aucune utilisation possible de la technologie. Non, moi je dis lundi 10h et lundi 10h, non mais s'il y a des vagues, qu'il y a du vent, ben, on verra bien. Mais si vous tombez à l'eau, ben, si je tombe à l'eau, je tombe à l'eau. Et donc du coup, ben, justement, il y avait un très gros Mistral, c'était dans la baie de Toulon. Donc il y a du Mistral tout le temps, il y avait des vagues. Puis bon, j'ai décollé et j'ai atterri dans les vagues, tout s'est bien passé. Donc je pense qu'ils ont commencé ce jour-là à voir un petit peu qu'il y avait une utilisation possible de la technologie. Une doctrine possible pour le flyboard air serait augmenter les capacités de franchissement pour un posé d'assaut sur un bâtiment, couverture de distance rapide dans des terrains accidentés. Ce sont des exemples possibles. Aujourd'hui, les chercheurs s'inspirent de plus en plus de la fiction et travaillent sur des prototypes d'armures qui pourraient changer à tout jamais le visage de la guerre et des soldats. L'exosquelette, c'est un système qui permet d'amplifier les mouvements et les efforts d'un individu. Au lieu de sauter sur 2 mètres, vous allez pouvoir sauter sur 5, voire plus peut-être. Au lieu de pouvoir porter 50 kg, vous en porter 200, etc. Donc c'est un phénomène d'amplification de vos mouvements et de vos forces. Dans ce domaine, un projet surpasse tous les autres. Aux États-Unis, des chercheurs, en partenariat avec la DARPA, l'agence de recherche de la défense américaine, développent le HEO, anciennement appelé Talos. C'est encore un concept, mais dans cette armure de nouvelle génération, vous avez un casque avec de la vision nocturne, mais aussi avec des informations en réalité augmentée, et vous avez cet exosquelette qui vous permet de courir, de sauter, tout en ressentant un poids qui est bien moindre que celui du poids réel. Les exosquelettes seront aussi à même de soigner les soldats, réduisant le nombre de tués au combat. Dans cette armure de nouvelle génération, vous avez des systèmes qui permettent de refroidir le combattant, c'est-à-dire vous avez des circuits d'eau intégrés. Vous avez des matériaux qui sont capables d'auto-cautériser les plaies. Donc si on tire sur quelqu'un muni d'une armure Talos, l'armure essaye de cautériser la plaie et de protéger et d'appliquer une compresse sur le combattant de manière autonome. Mais les recherches vont aujourd'hui plus loin, jusqu'au cœur du vivant. Ce qui semble être la direction vers laquelle les forces armées américaines semblent se diriger, c'est la prochaine étape, c'est une modification de l'ADN des soldats. Vous avez aussi très récemment la Russie qui a aussi annoncé son intention de modifier l'ADN, la génétique de ses soldats. Et là, ça vient créer un problème beaucoup plus global qui dépasse le simple champ de bataille. Parce qu'il faut savoir, si votre génétique, si votre ADN se trouve modifié en tant que membre des forces armées, vous ne serez pas membre des forces armées toute votre vie. À l'âge de 45 ans ou 50 ans, vous allez prendre votre retraite et vous êtes trop jeune pour vraiment prendre votre retraite. Or, si c'est le cas, vous avez des soldats qui, en raison de modifications génétiques, disons, peuvent travailler sans ressentir la fatigue 22 heures par jour. Des gens qui ont un quotient intellectuel augmenté à 161, qui est la note parfaite. Si ces gens-là, maintenant, doivent compétitionner avec des gens comme vous et moi, qui n'ont jamais eu la chance de bénéficier de ces technologies-là,
vous êtes en plein transhumanisme. Vous êtes en train de créer deux classes de citoyens. Parce que la science a aussi ses revers. Le passé nous a maintes fois montré que la science avait ses revers. Je pense que dans ce cadre-là, il est possible d'augmenter les capacités du combattant. Dans un cadre, encore une fois, éthique et juridique, parfaitement réfléchi, pensé. Je pense que c'est le rôle des éthiciens, des gens qui font de l'éthique, d'également d'être impliqués dans le processus décisionnel, dans le processus de développement, pour pouvoir dire aux apprentis sorciers, aux futurs Frankenstein, dire écoutez, on comprend vos motivations, mais vous êtes en train de franchir une limite éthique qui ne devrait pas être franchie. Je pense qu'il n'est pas ni souhaitable ni acceptable, de mon point de vue, de déléguer une décision de faire feu et de donner la mort à un humain qui ne serait plus tout à fait un humain, qui n'aurait plus toute sa part de jugement. La meilleure manière de lutter efficacement face à ces attaques, c'est avant tout la formation. Et là, on revient à l'essence même de l'intervention qui est faite par l'homme. Voilà. Donc la technologie, à ce moment-là, elle ne peut pas grand-chose. Ces moyens vont nous aider, c'est une aide à l'intervention, mais en aucun cas, ça va être une aide à la performance d'une unité. Les équipements ne font pas une unité, c'est l'homme qui fait l'unité. Et je l'espère sincèrement que ces unités d'intervention vont garder ce facteur humain et vont garder cette cohésion. Plus il va y avoir de cohésion, plus les gens vont être performants.